Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée Finition découpe, il n'y a pas que l'impression qui compte. En effet, une impression réussie avec une mauvaise découpe, c'est un projet raté. Une impression avec une finition soignée, ça fait la différence. Et nous allons faire aujourd'hui un focus sur ces deux étapes aujourd'hui essentielles en aval d'un flux de production qui, si elles sont bien intégrées avec les solutions adéquates et avec fluidité, peuvent générer facilement du chiffre d'affaires additionnel au sein des ateliers. Sont présents autour de la table pour en parler Philippe Arnett, ingénieur commercial chez Zoom France. Bonjour Philippe. Bonjour. Gilles Bonnet, responsable des ventes France chez Courts. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Et enfin Denis Ochanine qui est président de AGG Print. Bonjour Denis. Bonjour à tous. Je vais commencer avec vous, Denis, car AGG Print intègre un showroom de 100 mètres carrés à Villeurbanne, baptisé La Source, non loin d'ici, où vous présentez des finitions originales, des découpes assez précises en PLV, signalétique, etc. Est-ce que ce showroom que vous avez ouvert il y a 2-3 ans? Oh non, il existe, je pense qu'il existe depuis 2016 ou 2017. Mais vous l'avez rénové en tout cas. On le ouais. change régulièrement, oui. Ouais. Et c'est devenu un vrai levier business pour vous depuis C'est un outil l'ouverture. commercial, c'est-à-dire qu'on a régulièrement, enfin tous les jours, plusieurs clients, plusieurs prospects qui viennent le visiter et donc pris en charge par l'équipe d'AGG Print. Ouais. Il est important pour vous de montrer ce qu'il est possible d'imprimer. Est-ce qu'il y a des clients, des prospects qui sont encore bluffés par les rendus que vous pouvez proposer? Alors c'est l'objectif. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont bluffés. Est-ce qu'ils le sont tous? Je l'espère. En tout cas, on est dans un métier dans un métier du beau. Enfin, on est dans un métier technologique, mais on est aussi dans un métier presque artistique. Avec les diverses technologies qui existent, on est capable de sortir de très très jolies choses. Et donc, le mieux, c'est de les montrer. C'est de faire en sorte que les gens les voient, que les gens puissent les toucher. Enfin, en tout cas, nous, on est parti sur cette stratégie commerciale. Ouais. Et ça permet aussi de faire émerger des idées parmi les visiteurs. C'est ça, exactement. Ça fait naître des idées. Et puis, on présente des matières, des techniques, et puis surtout des rendus. Donc, c'est vraiment l'enjeu. Et en général, ça inspire. C'est pour ça qu'on l'appelle la source, puisque c'est censé être une source d'inspiration. Ouais, bien sûr. Avant de parler de finition avec Gilles, on va parler découpe avec Philippe. En lien avec ce que vient d'évoquer Denis, en quoi aujourd'hui la découpe peut-elle concrètement générer du chiffre d'affaires additionnel pour un imprimeur? Ça passe par quoi? Alors aujourd'hui, la découpe est une opération indispensable. Elle arrive toujours après l'opération d'impression. Et effectivement, la première nécessité, c'est que la coupe soit tout de suite parfaite. Il faut que ça se passe dans les meilleures conditions, avec les meilleurs paramètres. Donc, il n'y a pas de choix normalement au détail. Donc effectivement, c'est ce qui va se révéler sur la variété. Enfin, on est sur un univers avec beaucoup de matériaux différents. On a parlé tout à l'heure des supports. Il va falloir s'adapter à tous ces supports. Et c'est ça qu'on va développer. C'est ça qu'on va essayer d'apporter. Donc avoir la maîtrise des supports et pouvoir tout de suite découper proprement. Et autour de la machine, il va y avoir un environnement qui va permettre d'accompagner ça le plus aisément que possible, sans que ça soit complexe. Donc on va simplifier la découpe et la rendre tout de suite parfaite. Ouais. Où se crée réellement la valeur? Il y a aussi une question de vitesse d'exécution, parce qu'on demande toujours d'aller plus vite. Alors, de précision, vitesse d'exécution, enfin réussir à mêler les deux aussi. Exact. La découpe, c'est au départ un process où il faut libérer la pièce, mais il va y se marier plusieurs choses. Il va y avoir les trajectoires, donc là on va rentrer dans la technique, les méthodes, les vitesses, les accélérations, les profondeurs. Donc vous allez avoir plein de paramètres qui sont pris en compte. Et on va se rendre compte qu'une machine découpe, c'est un environnement très technologique. Simple ciseau au départ, on se dit tiens c'est un ciseau, mais quand on arrive sur une machine, on se rend compte que c'est bien plus élaboré que ça. Et là où on va vous accompagner encore une fois, c'est apporter le plus de maîtrise possible dès le départ. Et on va chercher à vous donner des mètres découpés, des coûts horaires, d'avoir une maîtrise de ces informations-là. Et c'est ce qu'on se rend compte aujourd'hui dans le monde de la découpe, c'est que on donne effectivement une opération à la machine, mais jamais on a dit ça va coûter tant et tant de l'heure, ça va coûter tant et tant du mètre. Et c'est là où on va vous apporter cette possibilité de calculer et de faire la découpe un centre de profit aussi, qualitatif et profit. Ouais. Est-ce que la découpe aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un argument commercial suffisamment fort pour se différencier sur le marché?
Ce que je sous-entends par cette question, c'est le fait qu'on parle beaucoup de l'impression, mais un petit peu moins de la découpe et qu'elle est parfois un peu sous-estimée. Alors, effectivement, une impression, on peut tout de suite la juger. Si vous loupez la découpe après l'impression, votre pièce est loupée. Donc il faut absolument garantir que cette impression soit parfaite. Et c'est là où l'expertise d'un constructeur peut vous garantir ça du premier coup. Et c'est là où effectivement notre maison est reconnue. On a cette possibilité, avec encore une fois cette multi-technologie qui est embarquée sur la machine, de vous garantir ça quasiment du premier coup. Je dis quasiment parce que des fois il y a quand même toujours un tout petit réglage à faire, mais la machine vous accompagnera. Et on se voit et on découvre qu'à ce moment-là, la machine, c'est encore une fois une sécurité de process. Et bien sûr, là-dessus, se rajoute aussi la fiabilité, encore une fois, sur le long de la vie de la machine, parce qu'on en a besoin spontanément. On sort effectivement d'une table découpe, d'une table d'impression, et tout de suite, il faut passer à la découpe. La seule chose qu'on remarque aujourd'hui, c'est que c'est souvent un goulot dans l'atelier. On voit plusieurs imprimantes, parce que c'est plusieurs technologies différentes, et on se rend compte que la table de découpe, tout se concentre au même endroit. Et on voit souvent un petit peu de mise à côté sur l'avancée technologique. On se dit que c'est une vieille machine, qui n'a pas fait le nécessaire. Et en fait, non, quand on va découvrir les nouvelles technologies, la mise en œuvre, le changement de matière, encore une fois, la réussite du premier coup, c'est que du gain de temps qui sera du gain d'argent. Et ça, c'est les forces qu'on a aujourd'hui à vous apporter avec nos machines. Oui, on en parlera plus en détail un peu plus tard, Philippe. Aujourd'hui, quel type de produits à forte marge deviennent accessibles grâce à la découpe? Alors, je sais qu'on a parlé notamment de petites pièces en aluminium. Alors, ça peut paraître un peu anodin, mais c'est quelque chose qui peut générer du chiffre d'affaires assez facilement. Alors, on a souvent c'est les démonstrations qu'on fait sur le stand. On présente des applications qui, pour nous, paraissent banales, mais souvent les clients font oh, « Vous arrivez à faire ça? Mais comment vous arrivez à faire ça ?» Puis on leur dit c'est que cet outil-là. Donc on a un centre d'application qui permet encore une fois de présenter des choses, mais c'est vrai qu'on vit aussi dans le créatif. C'est-à-dire qu'on vient nous présenter des difficultés, des petites pièces, effectivement, quand on doit faire ça dans du dibond, c'est de la matière rigide, on fait ça au fraisage, ça peut bouger, et on accompagne, on trouve des solutions pour bien maintenir la pièce. Donc c'est effectivement la machine, c'est effectivement les outils, mais peut-être des petites recettes qu'on applique dessus. Et ça aussi, ça sera notre force. Donc souvent, les clients viennent nous voir avec des problématiques et on leur trouve, encore une fois, des solutions. On leur démontre tout ça que ça fonctionne. Ouais. Denis, vous me disiez en préparant cette table ronde qu'intégrer des solutions de découpe, Zund, pour ne pas les citer, notamment, vous a permis de travailler le plexiglas, vous me disiez, de réaliser des trophées, mais aussi des pulls, et de vous ouvrir globalement à de nouveaux marchés. Comme quoi, la découpe, intégrer des solutions de découpe, ça vous a permis vraiment de diversifier votre portefeuille d'activités et de vous développer. Je pense à deux exemples récents. Donc effectivement, le travail du plexiglas qui peut se faire avec une fraise type Zund, mais également avec de la découpe laser pour avoir des champs polis. Ça permet de développer des applications comme des trophées, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on se positionne assez bien et on arrive à faire pour nos clients des trophées très élégants avec éventuellement de l'ajout de bois ou de l'impression en miroir, faire des choses qui plaisent. Et l'autre chose, parce que je pense que la table ronde ne parle pas que de découpe grand format, mais aussi de découpe papier, petit format, bien sûr. etc. On a observé que mettre une technologie de découpe lame, par exemple à plat, sur du petit format permet de faire par exemple des boîtes de cartes de jeu, donc de rentrer sur un marché de cartes à jouer. Voilà, donc c'est des choses qu'on a intégrées assez récemment et finalement c'est des choses qu'on arrive à développer grâce à l'introduction de ces technologies. Ouais. Pour parler de finition à présent et d'ennoblissement avec Gilles Decourtes, alors évidemment si on compare par rapport à la découpe, il est peut-être un peu plus évident, un peu plus visible que la finition et l'ennoblissement génèrent de la valeur ajoutée, de loin quand on dit ça, et de générer du chiffre d'affaires additionnel pour les imprimeurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces questions-là ? De manière générale, le marquage à chaud, marquage à froid ou toutes ces formes de dorure que l'on peut retrouver sur les marchés sont effectivement des croissances intéressantes pour ceux qui utilisent cette technologie. L'imprimeur a aussi un intérêt à développer cette technologie. C'est une valeur déjà ajoutée pour lui dans son approche, mais également pour le client final qui a une grande valeur ajoutée dans sa solution et sa finition, que ce soit sur une étiquette, un support, un packaging et tout ce qui l'entoure. Il y a des études qui ont bien montré que
Aujourd'hui, quand vous achetez un produit dans une grande surface, il y a cette attirance pour ce qui brille. Nous ne sommes pas des pies. Néanmoins, on est attiré, l'œil est attiré par la lumière. Et les produits qui sont présentés avec de la dorure ou des supports type dorure holographique, bien entendu, en général, fonctionnent très bien. C'est un secteur qui fonctionne encore très très bien. Oui, on augmente l'expérience, on monte en gamme, on attire l'œil, donc évidemment ça peut démultiplier l'acte d'achat. Alors Kurz, on vous connaît historiquement pour des solutions de métallisation, mais ces dernières années vous avez également développé vraiment des véritables machines d'ennoblissement qui œuvrent notamment dans l'étiquette, vous avez commencé à l'évoquer, et qui se couplent avec des solutions HP pour ne pas les citer, qui sont juste derrière nous. Comment et pourquoi vous avez développé ces machines en complément de votre savoir-faire historique? On a en fait cet avantage quand même chez Kurz avec Peter et Walter Kurz qui sont non pas les fondateurs de l'entreprise, on est déjà à la 5e génération, mais c'est eux, après-guerre, qui ont une vision de la métallisation grâce aux métalliseurs et de développer des technologies, d'où la métallisation à chaud, qui est arrivé derrière sur beaucoup de supports, que ce soit plastique ou bien alors sur le packaging en général. Et ces dernières années, il y a plus de 10 ans, Walter Kurz a eu vraiment l'intention d'encore aller plus loin, d'avoir une autre vision comme on l'a eu il y a quelques années avec le marquage à froid, c'est d'ouvrir encore des possibilités. Et ces possibilités sont après la dorure à chaud, le marquage à froid, c'est aujourd'hui la dorure dite entre guillemets numérique. Voilà, si on peut le citer ainsi. On a plusieurs formats aujourd'hui. Comme cela vient d'être évoqué, on peut très bien s'accrocher sur une machine existante comme une machine Indigo de chez HP, par exemple. On peut également aller sur une machine Xicon avec les dernières technologies qu'ils proposent, où on peut accrocher encore une fois un module dans leur solution. Et on peut avoir également des machines qui travaillent offline, donc on peut faire de la feuille, on peut également faire de l'étiquette, comme je viens de le dire. L'intérêt est vraiment le suivant, c'est de pouvoir apporter plus de réactivité pour le client final, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller très vite. Et on peut après développer pourquoi, parce qu'il y a, en marquage à chaud, il y a énormément de subtilité dans ce domaine-là. J'entendais parler tout à l'heure des problématiques, on rencontre les mêmes. Les vernis, les encres sont des problèmes. Il faut comprendre que nous arrivons le dernier sur le support et que toute technologie qu'il y a eu avant en chimie exploitée peut être un frein pour un bon comportement pour la dépose de la dorure. De ce fait, eh bien, notre métier il est incroyable parce qu'on en voit tous les jours et de toutes les couleurs. Nos clients ça veut dire qu'avec eux, ils sont accompagnés des gens qui sont vraiment des maîtres dans l'art. J'appelle ça des artistes, parce que des conducteurs derrière des machines se cassent vraiment la tête quelquefois à trouver des solutions quand ils ne trouvent pas les réponses. On est là, bien entendu, pour les accompagner, mais ce n'est pas si simple que ça. Et le fait de basculer aujourd'hui en solution numérique, où on a la capacité de transformer de la dorure sur un support sans avoir ces problématiques à gérer, sans avoir de clichés à apporter pour déposer la dorure, de faire de la personnalisation, de pouvoir réduire les volumes. Tout ça fait que derrière, ça devient beaucoup plus facile pour l'utilisateur. Ça se vendra toujours au même tarif pour le client final, mais c'est très facile d'accès. Donc ça accentue la commercialisation en fait, des solutions dites numériques et de pouvoir davantage personnaliser demain, ça l'est déjà aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus fluide, c'est très simple. Oui. Est-ce que vous avez un exemple de client pour qui l'intégration de vos solutions a été un véritable game changer? Je crois dans l'étiquette, Lucas Étiquette pour ne pas les citer, c'était un exemple assez archétypal sur le sujet. Oui, Lucas Étiquette, c'est une jeune entreprise qui s'est développée en 2017-2018, qui a été très très vite dans le raisonnement. Ils sont installés en Bourgogne, à côté de Chablis. Et Sébastien Lucas a une vision, on s'est rencontrés d'ailleurs au C-Print à l'époque, c'était juste avant la Covid, et il avait vraiment le souhait de développer une solution comme celle-ci. Et là,
on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur son approche. Donc on l'a aidé, on l'a accompagné. Il a voulu son installation pendant la Covid. Il était certain du résultat et aujourd'hui on peut que le féliciter parce qu'il a vraiment matché. Il a installé en fait un module sur une machine HP Indigo 6009 pardon. Et de ce fait, il peut travailler en ligne, ce qui lui permet de faire de la dépose de dorure, de l'impression à part ou sur la dorure s'il le souhaite pour apporter la personnalisation pour le client final, ce qui a vraiment tout été bénéfique pour lui derrière, parce qu'en fait, il a apporté des solutions au niveau de la création, ce qui fait que le client avait des difficultés s'il avait souhaité changer et trouver une autre formule ou changer de fournisseur, ça aurait été plus difficile de retrouver l'exactitude de ce qu'il lui avait proposé. C'est comme ça, mais en attendant, aujourd'hui, on peut porter sur des étiquettes de bouteilles un numéro de série. Donc tout de suite, ça plaît beaucoup aux clients d'avoir un numéro de série. Ça valorise le produit également. Il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'intérêt pour cette entreprise, comme d'autres. Denis, pour parler du petit format et de la finition, vous avez commencé à l'évoquer sur les cartes personnalisées qui prennent de l'ampleur chez vous ces derniers mois, donc avec des finitions un peu particulières, enfin des choses... En fait, on peut faire plein de choses, hein. Ça peut passer sur 4 machines, hein, globalement. Après l'impression, tu mets un pelliculage en général, soit brillant, soit soft touch. Tu peux mettre du foil, donc une pellicule à chaud, brillante, type or, argent, autre. Tu peux mettre du vernis pour faire un effet texturé 3D. Donc on a l'intégration de ces technos nous permet en fait de démultiplier les possibilités de solutions et donc d'être ultra crédible quand on parle technique et quand on parle solution. Et vous avez de plus en plus de demandes justement de ce Absolument. type. Absolument. Ça prend de l'ampleur. Ouais. Pour parler aussi de RSE, alors je reviens vers Gilles avant de repasser la parole à Philippe. Mais la finition peut être parfois perçue comme un frein aux objectifs environnementaux. En tout cas, certains peuvent le dire. Comment dépasser cette vision ? Enfin, qu'est-ce que vous engagez pour le coup sur le sujet pour justement montrer patte blanche Alors chez Kurs, on travaille depuis une dizaine d'années sur la recyclabilité. La première étape que l'on a mis en place, c'est réduire l'épaisseur de nos matières. Donc on est passé des épaisseurs de PET de 12 microns à 10 microns. Et dans certains cas, on réduit même de moitié, donc on passe à 6 microns d'épaisseur. Ce qui veut dire, ça a plusieurs avantages sur le plan RSE, bien entendu, mais également côté parc machine. Ça veut dire des opérateurs qui ont moins de poids à soulever. Il y a moins de matière dans les DIB, donc c'est énorme de pouvoir réduire de moitié ces matières-là. Et on est allé encore plus loin parce que là, alors je ne vais pas passer de la première étape à la deuxième, ça va être trop long, mais sur la deuxième étape, on a travaillé donc sur le système RECO6 2.0 où maintenant nos clients nous retournent la marchandise chez nous à Andy dans le 95 et de chez nous, on transporte ça directement en Allemagne parce qu'on a des camions qui passent régulièrement chez nous déposer la marchandise. Donc le fait est qu'ils ne repartent pas à vide, c'est intéressant. Et en fait, on recycle nous-mêmes la matière. Donc on arrive en fait à séparer toutes les couches qui ont été posées, la métallisation. On récupère le PET et chez nous-mêmes, on a investi pas mal d'argent et on récupère pour en faire du RPET. Et aujourd'hui, ce RPET peut être redistribué dans beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de produits, on redistribue le RPET, mais il y a également une autre approche chez Kurs qui est essentielle. C'est peut-être germanique, sûrement. C'est la famille qui le demande, c'est qu'on réinjecte un jour nos matières directement dans le PET. Donc remettre du RPET dans le PET, c'est ce qu'on a présenté au salon de la dernière Drupa. On est monté jusqu'à 45% de RPET dans du PET. Oui, c'est une belle performance. Philippe, chez Zundt, il y a quelque chose qui est très important, c'est déjà le fait que la machine soit fabriquée en Suisse. Ça, c'est déjà un premier argument massu en termes d'impact environnemental. Effectivement, donc Zone, c'est le nom de famille du propriétaire, c'est la deuxième génération. Ils sont installés une entreprise familiale aussi comme Kurtz. Ouais. Exactement. Donc on est sur la deuxième génération et effectivement il y a le Swiss Made, c'est une petite signature que vous retrouvez en bas du logo.
C'est en fait un label qui est donné pour une fabrication qui est certifiée à 65% en Suisse. Donc c'est vraiment un label national. Et tout est fabriqué autour de l'usine avec effectivement une responsabilité RSE. On a les sous-traitants sont en livraison directe. On a la tôlerie, c'est le bâtiment voisin, mais c'est notre voisin. C'est pas la société Zone. Donc on a vraiment une liaison entre les sociétés. Et c'est vraiment une volonté de la société de rester dans ce bastion local. Donc encore une fois, je crois qu'il y a 3-4 fournisseurs européens. Et tout le reste est fabriqué en Suisse. Donc pas de composants chinois, pas de composants américains. Ça, c'est une volonté de la maison mère et il ne changera pas. C'est vraiment leur rayon d'action. Ouais, et au-delà de ça, il y a aussi la longévité de vos machines qui est aussi un argument essentiel. Alors il y a une petite signature suisse, c'est qu'effectivement le concept suisse, c'est que longévité, réparabilité. Donc ça c'est vraiment une volonté, c'est-à-dire que c'est prévu pour être construit, c'est standard. Alors je dis toujours, les Suisses c'est entre l'Allemagne et l'Italie. Ils sont positionnés pile poil au milieu, donc ils ont la standardisation germanique et l'écoute italienne. Donc ils écoutent les clients. Ils font effectivement les éléments qui sont nécessaires et appelés au marché et ils standardisent. Et on est parti pour très longtemps. Et beaucoup de choses après sont réparables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des éléments travaillants, on ne peut pas l'éviter, vous avez une mécanique qui tourne, tout est réparable et peut être réintégré à l'usine pour réparer ou même nous sur la filiale française. Et ensuite, notre vocation de Zone France, représentée par M. Fugon, c'est faire le service français. C'est entretenir cette réputation familiale, parce qu'encore une fois, quand on est embauché, quand vous rencontrez M. Zone, il vous le dit clairement, c'est mon nom de famille sur la machine. Donc les indications ou les règles sont bien fixées dès le départ. Oui, absolument. J'aimerais maintenant parler flux de production. On a commencé à l'évoquer, le fameux goulot d'étranglement qu'on peut connaître dans la découpe, qu'on peut connaître dans la finition. J'aimerais en parler à présent avec Denis. Donc vous avez repris AGG Print en 2018, c'est ça ? Oui, octobre 2018, oui. Et cette question du goulot d'étranglement, c'est quelque chose qui tout de suite vous a sauté aux yeux en termes de production, et vous avez voulu agir assez rapidement pour tenter de régler le problème. En fait, quand j'ai repris, on avait 3 tables d'impression à plat en 3,20 m par 2 mètres. Et on avait une zone d'1,80 m. Et d'ailleurs, je rebondis, c'est une zone qu'on avait depuis 2009. Donc par rapport à la durabilité dont vous parliez, je confirme, on l'a encore et je pense qu'elle va encore durer. Donc en fait, on avait une machine de découpe dont le format n'était pas adapté au format de ce qu'on pouvait sortir en impression. Ce qui était évidemment quelque chose qu'il fallait régler assez vite et désengorger. Déjà, une machine, alors qu'on a 3 tables à plat d'impression, c'est clairement pas suffisant. Et puis par ailleurs, le format n'était pas du tout adapté. Donc on a commencé par désengorger un tout petit peu en investissant dans un plotter de découpe, ce qui nous a permis de faire un peu plus de découpe mi-chère, des lettrages et ainsi de suite. Ensuite, un an après, on a investi dans une machine de découpe laser, ce qui a permis encore une fois de désengorger. Mais vous avez bien compris, on n'a pas à ce moment-là encore réglé l'histoire de l'incompatibilité de format entre l'impression et la découpe. Ce qu'on a fait encore un an plus tard en investissant dans une deuxième machine Zund qui pour le coup est une machine, alors je crois que c'est une 3 XL, donc en 3,20 m et pour le coup on avait un format qui était totalement adapté et donc on pouvait imprimer chez nous des panneaux de 10 bons de 3 mètres par 2 et ensuite amalgamer des choses dessus et ensuite découper sur la Zund. Voilà, donc ça c'est. En fait, il est important dans un flux de production qu'il y ait un total alignement entre l'impression et puis les phases en aval. Donc la découpe en est une, mais après ça peut être l'emballage, le façonnage. Enfin, il peut y avoir plein d'autres étapes après qui doivent être alignées. Il faut que toutes ces parties ne soient pas surdimensionnées, évidemment, parce qu'après on est confronté à un sujet de rentabilité. Et évidemment pas sous-dimensionné comme c'était le cas pour la découpe en 2018 chez nous. Ouais. Philippe, vous qui venez de la découpe métallique de la tôlerie, est-ce que vous avez le sentiment que le monde graphique n'utilise pas encore les outils à leur pleine mesure? Est-ce qu'elles sont parfois un peu sous-exploitées? Alors effectivement, j'ai fait toute ma carrière dans une société de tôlerie. J'ai grandi dans la tôlerie. Alors, la particularité de la tôlerie, c'est que c'est la matière standard, les formats, les matières. Mais par contre,
tout était bien taqué. Quand je dis taqué, c'est volontaire parce qu'on a parlé de format, on parle d'outils, de matière, mais c'est vrai que le temps n'est toujours pas pris en valeur. Et aujourd'hui, encore une fois, dans le monde de la découpe, quand on prend le monde de l'atelier, il y a tous les indirects qui sont pris en compte. C'est-à-dire que préparer un programme, préparer une machine, c'est de l'argent, c'est du temps. En tôlerie, c'est optimisé. Le temps de découpe synthétique de la machine, donc ça c'est le temps factuel qu'on ne pourra pas compresser parce qu'elle va produire. C'est pareil, c'est un temps qui sera facturé. Le temps de dégrappage, de déchargement, c'est un temps synthétique. Tout ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui dans un monde à côté, pas loin, la tôlerie c'est très proche, qui sont vraiment mesurées. Et j'essaye, en tout cas on le détecte bien dans le monde du graphique, c'est encore un langage où ce n'est pas encore un élément qui est pris en compte. Et j'aime bien utiliser un exemple. Pendant longtemps, il y a du grand volume. Grand volume, on a le temps de préparer le programme, on a le temps de préparer les réglages, et ça va produire longtemps. Sauf que ça, c'est fini. Il va falloir produire une petite quantité, une moyenne quantité, donc il faut aller très vite régler, parce qu'il y a d'autres petites quantités qui arrivent pour d'autres matières. Donc très vite faire le programme, très vite régler pour très vite produire. Et ça, les très vite, là, ça s'appelle du temps synthétique, c'est les indirects. Et là, il y a des grandes choses qui ont bien évolué. Et c'est souvent mis de côté, alors c'est peut-être du logiciel, ça s'appelle dans certains jargons l'industrie 4.0, l'industrie du futur, qu'on a beaucoup entendu de l'industrie, mais c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de réel. Et pareil à la fin, la machine sait dire ce qu'elle a fait, elle sait dire qu'elle a mal fait, elle sait dire qu'il faut refaire des choses rapidement, ou elle sait dire que tout est terminé parfaitement. Et c'est des choses automatisables. Et c'est dommage qu'on s'y prête pas plus d'attention pour l'instant, parce que c'est des gains d'argent. Et demain, s'il faut être compétitif, c'est ce qui s'est passé dans la tôlerie, ils s'y sont tout de suite préparés. Et c'est les constructeurs qui ont emmené ça. Et ça date, c'est une entreprise allemande, ça date de 2014. 2014, plan allemand, c'était les Allemands, l'industrie allemande, avait mis ça en route parce que c'était indispensable pour rester compétitif. Et c'est aujourd'hui totalement déployé, c'est totalement un outil accessible à tout le monde. C'est encore une fois rien de technologique. C'est juste une chaîne numérique supplémentaire et une machine qui permet d'exploiter tout ça. Et quand donc là, on est 10 ans après par rapport à ce que vous avancez en Allemagne. Aujourd'hui, en France, on a plus de 10 ans de retard finalement. C'est ce que vous nous dites. Il y a un mixte. Je ne généralise pas systématiquement, mais effectivement, il y a les extrêmes. Il y a les extrêmes parce qu'encore une fois, la machine de découpe est ressentie comme une machine utile. C'est ce que je ne peux pas faire à la main pour découper que je laisse faire une machine automatique. Et non, pourtant, c'est de l'argent. C'est une machine qui produit. Donc, il faut qu'elle soit vraiment rentable. Rentabilité. Oui, on revient encore à cette histoire un peu de dévalorisation et alors que finalement tout le potentiel est là et ne demande qu'à être exploité. Ouais. Exact. Alors il y a deux thèmes qu'on utilise aussi dans les investissements. Il y a le CAPEX et l'OPEX. Ça, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans l'industrie. CAPEX, c'est le prix d'achat d'une machine, c'est ce que je rembourse tous les mois. Donc ça s'appelle les coûts fixes. C'est ce que je paye, la consommation énergétique et tout ça. Il y a le variable. Le variable, c'est dès que je l'allume, effectivement, elle consomme du courant, elle consomme l'air comprimé, elle consomme le coopérateur. Et tout ça, ça doit être renvoyé sur la productivité et tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Et quand on a mis la somme de tout ça, on se rend vite compte que même si une machine coûte plus cher que des machines qui viennent peut-être de l'étranger, c'est la machine plus chère qui est la plus efficace, qui fait gagner plus d'argent. Il va y avoir un petit souci, c'est effectivement, il va falloir la charger systématiquement, mais c'est là où on a vraiment une énorme valeur, une énorme prise de rentabilité grâce à un produit productif. Et très, encore une fois, facile à mettre en œuvre. Oui. Gilles, cette problématique du goulot d'étranglement, on la retrouve aussi dans la finition. Quand vous allez sur le terrain, vous vous rendez dans des ateliers, c'est aussi quelque chose que vous constatez? Oui, c'est vraiment... c'est aléatoire en fonction des dossiers qui sont à traiter, mais le problème, c'est l'impondérable. L'impondérable, c'est la chose qu'on n'a pas vue, c'est la chimie, comme je disais tout à l'heure, qui a mal été utilisée sur un vernis de surface, sur une feuille, sur je ne sais quoi. Et là, tout s'arrête et tout le monde cherche à trouver des solutions parce qu'on ne connaît pas la réponse. Et le problème est que derrière, ça bloque. Quelquefois, les feuilles doivent être complètement réimprimées parce qu'il ne se passe rien, ou il faut remettre un primer d'accroche pour arriver à une solution pour pouvoir déposer ensuite le produit fini, c'est-à-dire la métallisation. Malheureusement, c'est comme ça. Ça arrive, c'est dans le process industriel. Mais là où ça blesse plus les entreprises aujourd'hui, c'est ceux qui sont équipés d'impression numérique et qui restent dans des méthodes d'ennobissement qui sont conventionnelles. Donc, comme je disais tout à l'heure, marquage à chaud, ce soit
des machines cylindres, autoplatine. Une machine autoplatine, on peut aller jusqu'à 4 heures de temps de calage quand même, hein. C'est quand même assez long, hein. Alors, on va éviter de faire des petits dossiers sur ces machines-là. Non, il n'empêche qu'aujourd'hui, le client final, les grandes marques, demandent à avoir des volumes plus bas de livraison. Donc là, vraiment, il y a un ratio qui devient extrêmement difficile à gérer chez les cartonniers, comme chez les fabricants d'étiquettes, d'où l'intérêt pour eux aujourd'hui de réfléchir à de nouvelles solutions pour avancer. Mais toute la difficulté réside sur la technologie que l'on a au marquage à chaud, qui apporte très qualitativement un produit le nec le plus ultra, parce que on va faire une très belle dorure, on va embosser légèrement la matière, donc on aura un effet visuel qui est sans aucune mesure le plus esthétique et le plus beau. Sauf que là, on se parle d'expert à expert. Un client final n'a pas tout à fait le même regard sur tout ça. Donc aujourd'hui, les mentalités commencent à changer en demandant plus de réactivité pour lequel il faut être plus en avant, plus force de proposition. Donc, on arrive au bon moment, je crois. On est arrivé peut-être un petit peu trop tôt, parce que chez Kurs, on a voulu travailler vraiment l'optimisation pour avoir un résultat le plus approchant de ce que l'on peut faire en dorure à chaud, parce que c'est quand même notre monde depuis 60 ans, on n'a pas envie de perdre ça. Et aujourd'hui, on y est arrivé. Donc en fait, aujourd'hui, ce goulot d'étranglement est bien présent. On a des productions industrielles au print numérique, et à côté, on retourne sur des méthodes conventionnelles. Donc il y a encore pas mal de travail à faire. Il y a aussi quelque chose qui pourrait tenter de désengorger tout le flux de production, c'est la question de l'automatisation. Alors, chez Zund, vous êtes plutôt à la pointe sur le sujet. Concrètement, comment on peut s'en emparer? Est-ce que c'est... Alors, on l'a un peu évoqué quand on a préparé cette table ronde, mais on parlait notamment de la possibilité de travailler en temps masqué, la nuit, enfin, voilà, sur des gros volumes, et déplacer ce qui peut se passer de façon diurne sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Enfin voilà, essayer de trouver un nouvel équilibre finalement grâce à l'automatisation. Effectivement, ça aussi, c'est une grande partie de nos développements. On essaye de faire accéder à l'automatisation. L'automatisation, c'est un grand terme, hein, parce qu'automatisation, il y a derrière la machine pour l'amenage des matières, l'amenage des panneaux, et à l'avant. Derrière, on va dire que c'est assez universel, c'est assez historique. Donc, emmener des rouleaux motorisés, emmener sur des tourelles, c'est assez classique pour des rouleaux, des plaques aussi, système avant tous. Par contre, à l'avant, on rêve toujours du robot. Le robot, on en a beaucoup parlé, pareil, l'industrialisation, l'automatisation. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire une première approche avec un produit standard d'un simple robot collaboratif avec une simplicité de programmation. Donc, c'est-à-dire un même programme que j'avais de jour, je peux très facilement l'automatiser de nuit. Et on a rendu ça accessible effectivement par des produits dans le catalogue, hein, il y en a plusieurs, des robots factory, hein, et vous allez pouvoir vous décider sur une production de pousser le robot contre la machine, de le plugger et de dire à la machine c'est bon, tu décharges. Et c'est le robot qui va faire le dépeautage manuellement. Et effectivement, en autonomie, on laisse la machine tourner toute seule. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir passer en nuit, en automatique, pour une série qui arrivait spontanément, ou une grande série assez facile, on se dit bah tiens, celle-là, je laisse les dérouler. Ça, c'est l'approche, on va dire, catalogue. Ensuite, il y a l'approche industrielle où on peut aller vers l'automatisation sur mesure. Et là aussi, les machines sont dès le départ préparées pour dialoguer avec une ligne, avec un robot, avec une cellule. Tout ça, c'est prêt. Et ensuite, on va répondre à un cahier des charges, avec des spécifications de hauteur, de longueur, de dimension, de poids. Et on sera faire du sur-mesure. Parce que la même machine aujourd'hui, utilisée dans le graphique, est très souvent utilisée dans l'industrie. Et l'industrie, j'aime bien le dire avec un grand I, ça peut être très bien, encore une fois, dans le monde avec des plaques, comme des mondes du tissu. Et on reprend cette expérience qu'on a dans l'industrie, automobile, aéronautique et autres, et on va la réutiliser dans le monde du graphique et du packaging. Et ce qu'on va encore associer derrière, c'est très important, c'est la partie flux de programmation et fiabilisation. Parce que l'automatisation, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de très compliqué. On met plus de temps à préparer un programme qu'à le produire. Et ça aussi, c'est notre grande force. Ouais. Quand on parle d'automatisation, il y a aussi, depuis quelques mois, voire même quelques années maintenant, mais l'IA aussi qui infuse aussi sur ces questions-là. Alors je sais que vous n'êtes pas forcément très à l'aise, Philippe, sur le sujet. En tout cas, pour parler
d'IA vraiment au sens propre chez Zund. Pourquoi déjà d'ailleurs et comment ça Alors, se L'IA concrétise? est un terme qui est utilisé de manière générale aujourd'hui. Dès qu'on a une intelligence d'une machine, on veut la mettre sous l'IA, alors qu'en fait, une machine, c'est une exécutante. Elle prend un programme, elle prend des règles d'utilisation de programme et l'exécute. Par contre, quand on va parler d'IA, ça s'appelle la notation, c'est vous qui lui apprenez de réagir en fonction des événements. C'est l'humain qui lui apprend. Donc il y a des métiers, pas encore dans le graphique, mais on y travaille, où on va apprendre des choses à ces systèmes de détection. Donc c'est souvent de l'optique, des caméras, des scanners. On va lui apprendre des choses et c'est l'humain qui va lui apprendre qu'est-ce qu'elle doit trouver. Et actuellement, c'est essentiellement la recherche de défauts. Ce n'est pas le correctif, parce que le correctif, la machine vous donne des règles d'utilisation et vous ne libère pas tant que vous n'avez pas respecté ce processus. Et donc là, c'est plutôt un protocole d'utilisation. L'IA, c'est vraiment, vous lui apprendrez vraiment l'utilisation. On y travaille, Zund y travaille activement, mais encore une fois, sur des procédés qui sont peut-être un peu confidentiels. C'est plutôt dans le monde du cuir. Ça, c'est très ouvert sur le monde du cuir, parce que les défauts, c'est très aléatoire. Hein. Le cuir, c'est pas quelque chose, la peau de cuir, malheureusement, c'est vivant. Hein. Là, on lui apprend beaucoup de choses et ça va très vite. Et on se rend compte que le potentiel est énorme. Donc on apprend dans ce métier-là aujourd'hui. Et peut-être demain, on arrivera à détecter des colorimétries, dire à la machine, il y a différence de couleur, tu découpes pas là, tu découpes là. Donc c'est des choses sur lesquelles peut-être des approches futures permettront d'y aller si le marché le demande. Parce qu'après, effectivement, il faut que ça soit un besoin du marché. Ouais. Vous, l'automatisation, l'IA, ça vous parle chez AGG Print, Denis? Alors, forcément, un tout petit peu. Enfin, l'automatisation, absolument, puisqu'on a investi dans un ERP qui nous permet de totalement linéariser le flux de production, hein, depuis l'établissement du devis, la création du job et la gestion du planning de production, avec toutes les étapes, y compris les étapes de découpe qui sont valorisées en termes de temps et donc en termes de coûts. Ensuite, on a de l'automatisation au niveau des flux pré-presse. Donc revue et normalisation des fichiers avant entrée en production et avec un lien avec notre ERP. Donc tous les jobs créés sur notre ERP passent à travers ce flux et les fichiers sont normalisés. Gilles, pour parler à nouveau d'intelligence artificielle, est-ce que dans le développement, je ne sais pas, des solutions de métallisation, par exemple, chez Kurz, est-ce que c'est quelque chose, c'est un outil dont vous vous emparez ou ça infuse peut-être ailleurs? C'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit un petit peu de loin. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, pour travailler sur des fichiers, c'est possible. Rien n'est impossible, mais on a toujours besoin de l'expertise humaine. On ne peut pas créer un défaut, ne serait-ce que pour de l'embellissement, si on prend la construction d'un cliché. Donc c'est assez difficile. Là où elle peut plus intervenir, ce serait effectivement dans le domaine du numérique à terme. Je pense qu'on est encore au balbutiement des solutions numériques dans l'ennoblissement en tout cas. Là, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose à faire. Je veux dire par là que les personnes aujourd'hui qui contrôlent les fichiers, il y aura peut-être des solutions pour adapter plus rapidement un fichier plutôt qu'un cliché. Un cliché, c'est très technique à réaliser. Sur les machines elles-mêmes, je ne vois pas immédiatement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les machines, elles sont fabriquées d'une certaine façon. Ce sont aussi des machines... J'avais écho un petit peu de ce que nous faisons parce qu'on est allemand, mais on fabrique aussi en Suisse. Steinemann est en Suisse. Il y a vraiment une culture très particulière et très ancrée pour fabriquer quelque chose. Donc ce sont des machines, comme tu disais, qui continuent dans le temps. Ils ont construit des machines qui s'appelaient des colibris, des machines, des vernisseuses qui ont plus de 20 ans. On a encore des demandes pour quelques révisions. Donc c'est vraiment des machines faites pour durer. C'est pas juste cette année, c'est plus que 7 ans. C'est vraiment sur la longueur. Ici, l'intelligence artificielle, bon, peut-être que dans la conception des machines, il y aura quelque chose à faire. Je pense plus que ça va être, comme je l'ai déjà vu, l'intelligence artificielle va arriver plutôt pour nos clients. Je l'ai vu là dans le monde de l'étiquette, j'ai été très bluffé parce qu'on est capable de faire des réalisations incroyables pour le client final. C'est le client final qui se connecte et qui va avoir la construction de son étiquette ou de son packaging. Là, oui, là c'est bluffant parce que cette intelligence artificielle arrive à apporter tous les outils avec un visuel sur un écran.
De même, c'est ce que nous faisons aussi chez Curse. On a des produits comme ça qui permettent de créer des fichiers où on a toute notre base de données. Les clients peuvent les consulter, peuvent avoir ça, les agences de création également. Et avec cette base de données, ils peuvent construire aujourd'hui très facilement une étiquette, ce que l'on veut en fait, une carte de vœux, je ne sais quoi. C'est très simple. Ouais, il n'y a aucune limite, Aucune. en effet. Pour conclure, Denis, si on devait résumer ce qu'on s'est dit, ce qu'il faut en retenir, et sur le pourquoi la découpe et la finition méritent au moins autant d'attention que l'impression, qu'il ne s'agit pas de simples postes d'équipement, mais qu'il s'agit aussi de leviers stratégiques de croissance aussi pour les imprimeurs. C'est exactement ça. En intégrant des outils de finition et des outils de découpe, on démultiplie les possibilités qu'on offre aux clients. Et donc, en fait, nous, en tout cas, notre business model, c'est d'être capable de proposer le maximum de solutions possibles, le maximum de choses possibles. Donc, on peut avoir des rendus absolument farfelus. Quand un client vient nous voir avec une question qu'on trouve farfelue, on lui dit jamais ça. On lui dit, on va essayer de trouver une réponse. Et la réponse, on va la trouver au moyen de l'impression, mais au moyen de nos équipes, de la matière grise et aussi des outils de finition. Voilà. Ouais. Philippe, sur cette question justement de l'importance de la découpe, de pourquoi la valoriser, pourquoi tout ça. Encore une fois, ça termine le produit. L'impression est toujours un rendu visuel, on voit, et puis effectivement le côté créatif passe par là. Puis c'est indispensable de sortir une bonne découpe et qu'elle soit effectivement tout de suite propre. Une découpe loupée, c'est une pièce qui n'est pas utilisable, pas présentable. Donc c'est indispensable. Un dernier mot, Gilles. C'est extraordinaire parce qu'on se rend compte que finalement, avec toutes les technologies qui existent aujourd'hui, eh bien, on peut créer à l'infini. J'ai des exemples où j'ai sur des salons, je pense au Luxpack, à la Drupa, les clients viennent nous rencontrer, viennent nous visiter en disant « Qu'est-ce que vous avez de nouveau aujourd'hui? Est-ce que vous avez des nouvelles couleurs à mettre en dorure ?» Et quelquefois, je me surprends à leur dire « Stop, il n'y a pas que la dorure, il y a encore d'autres choses. Avec un cliché, vous pouvez faire plein de choses avec la dorure. Vous changez un angle, vous allez avoir une autre vision de votre dorure déposée. » Et c'est ça qui est extraordinaire, et j'aime ce métier depuis plus de 20 ans, parce que justement, on peut aller encore plus loin. Et plus loin, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure aussi, c'est d'aller dans le numérique pour aller encore proposer d'autres solutions, avec des vernis, avec une dorure plus personnalisée, avec une dorure qui va être surimprimée. C'est extraordinaire, on ne s'arrête plus. Très bien, merci messieurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas de questions. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci tout le monde. Merci.